Vous souhaiter la bienvenue au nom de la SF Coach pour cette reprise post-estivale de nos temps du lien, de ces conférences qui nous permettent de vous réunir de plus en plus nombreux régulièrement. Un grand merci aux écoles de coaching qui sont associées au parcours Le Temps du Lien de la SF Coach et qui permettent notamment à leurs étudiants de se joindre à nous. Ce soir, c'est la reprise. J'espère que vous avez tous pu vous reposer, passer un bel été. Il est encore temps d'en parler puisque l'automne vient à peine de commencer. Cette reprise, c'est avec Laurent qu'elle va se faire. Laurent Kivogne. On a, je vais le dire un peu avec mes mots, Laurent, hein, peut-être que tu me corrigeras ou en tout cas tu m'amenderas, mais on a trop tendance à confondre souvent l'affrontement et la confrontation. Et si l'affrontement est par essence violence, par essence violent, la confrontation, et notamment la confrontation des idées, elle permet de faire avancer bien souvent les choses et puis de dégonfler la violence à venir. Donc, ce que nous vous proposons ce soir, pendant les 2 heures qui vont suivre, avec Laurent, c'est euh, pour éviter la violence, d'oser ensemble peut-être le conflit, Laurent. Je te laisse la Mm. parole. Merci Thierry. D'abord, bonjour à tous. J'essaie de me remettre de ces petits changements là, dernière minute, mais ça va aller. Ce que je voudrais d'abord dire, peut-être je vais dire quelques mots sur qui je suis, d'où je parle et pourquoi j'ai envie de parler de ces sujets. Euh, Mon fonctionnement, c'est plutôt un fonctionnement interactif. Moi, j'ai laissé la fenêtre de commentaires ouverts. Sentez-vous libre de poser des questions à n'importe quel moment. Si j'arrive pas à suivre, j'arrive pas à suivre, mais globalement, moi, ça ne me gêne pas que d'être interrompu et voilà. Enfin, d'être interrompu, de prendre les questions au fil de l'eau, au fil du temps. On essaiera de faire une petite expérimentation. Moi, j'aime bien faire ça. Je ne vous cache pas que je suis un peu embarrassé par cette histoire de fonctionnalité que je n'ai pas, mais bon, voilà, il va falloir faire avec ça. Pour une expérimentation en général, il me faut un cobaye, ou une cobaye, évidemment, qui m'amènerait à une situation de conflit. Voilà, on va faire ça comme ça. Laurent, Euh, Laurent, oui, pardon, excuse-moi, par rapport au partage d'écran, moi j'ai accès, alors je me demande si toi tu n'as pas accès. Je me permets juste de... Est-ce que tu as vérifié? non, non, mais moi j'ai accès au partage d'écran, hein, c'est pas la fonctionnalité qui me manque, hein, c'est pas Ah ça. ok, ça marche, c'est d'être... Ok, pardon, C'est pardon, tout à pardon. fait autre chose qui me manque. Ok, Il me manque deux choses. En général, je fais un petit sondage, mais moi je n'ai pas besoin du partage d'écran. Voilà. ok, ça marche, pardon. Hein. Donc voilà, je vois qui a partagé l'écran. Là, je vois un Brigitte qui a partagé l'écran. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, Brigitte. Bon, c'est ce que je vois. C'est ce que je suis en train de voir. Oui, Oui, donc merci de libérer d'arrêter le partage l'écran. d'écran. Merci d'arrêter le partage d'écran, Brigitte. Oui, Je vais. Laissez-moi juste le temps. Sinon, je peux l'arrêter, je crois. Hein. Bon, je vais le faire, Brigitte. Oui, Je vais le faire. oui, volontiers. Alors, je vais partager le mien brièvement et puis je vais arrêter mon partage. Voilà, C'est on bon, se merci. retrouve. Merci. Je disais donc, alors qui je suis? Moi, je suis Laurent Kivogne, ça c'est la partie que vous connaissez déjà. Je suis coach, membre de la SF Coach. Je ne suis pas tout à fait que ça. Moi, j'ai une carrière en 4 temps. J'ai été ingénieur, j'ai fait des études d'ingénieur. J'étais dans l'informatique longtemps, quelques années salarié, puis une petite vingtaine d'années entrepreneur avec plusieurs entreprises et des succès variés. Aucune n'a été Microsoft. Voilà. Et puis j'ai cédé ma dernière entreprise il y a une petite dizaine d'années, entreprise d'informatique, j'entends, pour me former à l'accompagnement et tout. Je dirais que mes points d'ancrage sur le plan de la méthode, c'est la Gestalt et un truc qui s'appelle les méthodes d'action et notamment le psychodrame que j'aurais aimé pouvoir vous faire découvrir aussi. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui étaient à la journée
C'était quand c'était en juin, non? Le 6 juin, si je ne m'abuse, la journée de la SF Coach. J'ai eu l'occasion de faire une démonstration aussi là-dessus, sur le psychodrame. C'était dans le cadre du voyage du héros. Donc voilà, vous me direz si ceux qui y étaient, ils peuvent mettre un tout petit mot dans les commentaires. Voilà qui je suis. Pourquoi je m'intéresse au conflit? Moi, je me suis intéressé au début, je cherchais un angle. Je trouve qu'en tant que coach, c'est important de se différencier, de se singulariser. Et je me pose la méthode un peu, c'est de se poser la question dans quelle situation j'ai envie d'intervenir. Et j'ai commencé par me dire que je voulais intervenir plutôt dans l'incertitude. Donc j'ai fait un premier bouquin d'ailleurs qui s'appelle Se nourrir de l'incertitude pour entreprendre. Et c'est à l'issue de ça que j'ai monté la formation Le voyage du héros. Et puis ça s'est précisé au fond et c'est devenu l'incertitude de la relation, c'est-à-dire le conflit. Et avant de faire cette présentation, peut-être je peux dire un tout petit mot là-dessus. Au fond, je le dis, j'ai fait un TEDx, pour ceux que ça intéresse, c'est ce que je raconte là-dedans. Moi, chez moi, dans ma famille, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de conflit, pardon. Il n'y avait pas de conflit, tout simplement parce que c'était discipline de faire et que personne, enfin, en tout cas, moi, j'avais pas un mot à dire, mais j'étais pas le seul, mon frère non plus, et ma mère pas tellement non plus, hein. Donc, mon père régnait là-dessus d'une façon ouais, qui est très old school, on va dire, et pour être gentil. Euh, mais en fait, il y avait de la violence. Et donc, j'ai fait l'expérience déjà très tôt du fait que le conflit, c'est-à-dire le désaccord, ça n'est pas la même chose que la violence et ça va être c'est une partie de ce qui me meut et ça va être une partie de ce qui va nous occuper ce soir. Voilà. N'hésitez pas, hein, encore une fois, à intervenir, poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord, on va quand même pas dire je suis pas d'accord avec Lucien. Je vais quand même pas prétendre ne pas vouloir de désaccord dans une telle formation, enfin dans une telle conférence. Donc n'hésitez pas. Je vais partager l'écran. J'ai quand même un petit support pour voilà pour hop tac. Je vais le mettre en est-ce que ça marche? Voilà, c'est bon. Tout le monde voit l'écran. C'est OK. OK. Merci Thierry. Voilà, j'en profite. Alors, je le redirai à la fin. Je fais une toute petite page de pub, hein. Il y a mon site internet. Vous verrez sur la homepage, il y a un gros bouton pour voir toutes les ressources de conflit. J'ai des vidéos. Sur une chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Oser le conflit. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Donc, si vous avez envie de revoir des choses de cette conférence, tout est là. En fait. Il y a des articles, des vidéos, parce que le support que je vais vous présenter, vous allez voir, ne contient peu d'éléments. Et enfin, petite page de pub. Voilà, c'est sorti le 14 septembre dernier. Je suis très content voilà, de pouvoir vous montrer ce livre aux éditions Gérézo, dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Alors, on va commencer. Alors, généralement, je fais un petit sondage dans l'opinion. On va le faire, et c'est pas très grave, on va le faire chacun pour soi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que vous puissiez mesurer si ça a eu de l'effet, cet atelier, si ça a changé votre perspective, même un temps soit peu. On va donc prendre la température de ce groupe et l'idée, c'est de mesurer votre aversion au conflit. Donc, sur une échelle de 0, 0, j'ai pas d'aversion du tout. Vraiment, c'est OK le conflit, même pas peur, ça me gêne pas, rien du tout. À 5, c'est atroce. Je ne peux pas le supporter. Voilà. Vraiment, c'est un truc qui est vraiment trop difficile pour moi. Et je vous demande de noter ce petit chiffre, si vous le voulez bien. Je vais remettre ma discussion. Voilà, hop. Donc là, c'est Thierry qui faisait un petit commentaire. OK, donc bah, gardez ça, notez-le quelque part. J'ai pas peur, j'ai peur. Donc là, je vois, il y en a qui le mettent dans le truc. Je crains de ne pas pouvoir faire la synthèse de 37 là, si vous le mettez dans le commentaire, mais notez-le par vous-même. Alors, qui suis-je? Je l'ai un peu dit. Quelle intention? Je l'ai un peu dit aussi. Donc, on va passer ça. Pif, pouf. Voilà. Alors, les trois messages que j'ai envie de passer, c'est que, un,
même si j'ai déjà effleuré ça, le conflit et la violence, je trouve que ça n'est pas la même chose. C'est même très différent. Le deuxième, c'est que la vie, c'est du conflit. On ne peut pas s'en passer. C'est un truc, ça fait partie de la vie, en fait. Et que le conflit, ça peut aussi amener de la joie. Je me suis inspiré d'une très belle citation de quelqu'un qui s'appelle Rabindranath Tagore, qui ne parlait pas du conflit, il parlait du service. Et sa citation dit je me suis endormi et j'ai rêvé que la vie était joie. Je me suis réveillé et j'ai vu que la vie était service. J'ai servi et j'ai vu que le service était joie. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous rêvons tous d'une vie sans conflit. Au fond, il y a une part de nous qui a envie que la vie soit de la joie, en tout cas. Et on peut imaginer que le conflit est une entaille, est une accroche, à la joie. Mais moi, je trouve que quand on le traverse, alors ça ouvre des puits, des geysers de joie. Voilà, des ressources de joie inexplorées, qui seraient restées inexplorées sans le conflit. Alors, on va commencer par le commencement, conflit et violence. Et voilà, alors là, c'est pareil, je fais un sondage généralement. Euh, Est-ce que quelques-uns d'entre vous peuvent me dire dans les messages, hein, par écrit, est-ce que selon vous, ça, c'est de la violence? Voilà. Donc, je trouve que là, il se prend un joli pain, notre ami. Voilà, je vous laisse répondre. Oui, non, oui. Donc oui, oui. Oui, j'ai dit oui, 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 ben, puis même un oui. Oui, voilà. C'est violent, mais pas de la violence qui détruit, absolument. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse continuer à répondre, hein, si vous le voulez. Moi, je vais vous proposer à la fois une définition du conflit, et une définition de la violence, qui peut-être sont un peu, c'est des mots valises, hein, qui peut-être sont un peu restrictifs par rapport à l'usage qu'on en a. Mais je vous propose ces définitions, non pas que pour regarder en quoi finalement ça peut changer notre perspective et peut-être voir les choses autrement. J'aimerais pas être à la place de la joue quand même, oui, du mec qui a la joue d'ailleurs. Karine, je suis bien d'accord avec ça. Ça doit faire mal. Encore que j'ai discuté avec un boxeur, ils finissent par plus avoir mal, les gars, il paraît. Bon, bref. Euh, donc, est-ce que c'est violent? La réponse est plutôt non, parce que la violence, c'est de l'abus. On peut dire ça. Violence, c'est un mot qui vient d'un mot latin qui est force, vice, et donc ça vient de vice, la force, oui, qui est un mot latin. Et la définition initiale de la violence, hein, qui va être dans le repris dans le dictionnaire de l'Académie d'ailleurs, c'est le violence, c'est l'utilisation de la force pour contraindre. Contraindre. Or, dans un ring de boxe, le gars, il est d'accord en fait. Il y a du consentement. Alors, j'ai pas dit qu'il avait signé pour se faire taper dessus, mais quand même, il a exactement. Hein, Laetitia nous dit dans la mesure où des règles de jeu sont respectées et que tout le monde est OK, pas de violence pour moi. Voilà, c'est quand même ça que je trouve important. Après tout, chacun a le droit de se mettre au risque d'avoir mal. Les marathoniens, ils se font mal, voilà, etc. Euh, il est contraint à se coucher, dit Karine. Non, il n'est pas contraint de se coucher. Enfin, s'il perd, il va se coucher, mais c'est pas une contrainte, il n'est pas obligé. Et surtout, il y a un arbitre qui fait respecter des règles. On verra comment c'est très important. Alors, je vais passer à la suite. Voilà, le conflit, si je regarde, si on ouvre le dictionnaire là aussi, pour regarder, on va trouver deux acceptions du mot principalement. Le premier, c'est la guerre entre nations, c'est même le sens originel. On peut parler de conflit en Ukraine, hein, par exemple. Et là, vous ne me ferez pas dire qu'il n'y a pas de violence là, on est d'accord. Mais le mot a aussi pris une acception un peu différente qui va nous intéresser davantage ici, nous, dans notre environnement, à nous, dans notre. C'est une opposition de points de vue, de points d'intérêt, de sentiments contraires. Et les synonymes, d'ailleurs, c'est différent, discorde, divergence. Donc, au fond, euh, dès qu'on n'est pas d'accord, eh ben, on peut parler de conflit. Alors, pas dès qu'on n'est pas d'accord, on peut parler de conflit. Je trouve que là, il y a du faux conflit.
je rebondis aussi sur la question, je trouve que les voir se battre, c'est violent, même s'ils sont tous les deux d'accord. Alors, ça, c'est la violence, c'est pour le spectateur, donc, ce que j'entends, la spectatrice. Euh, on va regarder ça. Je pense que je vais pouvoir y revenir ensuite. Il y a dans la violence quelque chose qui pour moi, la, la caractérise, mais je ne vais pas anticiper, et qui n'est pas présent là dans le spectacle. Alors, le conflit, au fond, je dirais que c'est presque tout conflit est un conflit de besoin. Moi, j'aime bien utiliser des tout petits exemples. Euh, moi, ce soir, avec mon épouse, elle veut rester à la maison et moi, je vais aller au restaurant, ou l'inverse, hein, ça. Voilà. On peut dire que c'est un conflit, parce que c'est un désaccord et que on va pas pouvoir rester avec ça. Surtout si on veut sortir, si on veut faire ça ensemble. Hein. Si c'est mon voisin qui veut aller au restaurant et moi rester chez moi, bah, très bien. Il va au restaurant et moi je reste chez moi. Il va au théâtre et je vais au cinéma. Moi j'appelle ça des faux conflits, qui sont des conflits d'opinion. S'il veut voter blanc, enfin X, et moi je veux voter Y, il va voter X et moi je vais voter Y. Euh, c'est un bon, pour moi c'est une bonne boussole aussi. Le fait, j'appelle ça des faux conflits. Et en fait, c'est la question qui distingue le vrai du faux, si j'ose dire, c'est est-ce que, alors je ne vais pas anticiper là, est-ce que finalement il y a un ajustement nécessaire. Et au fond, je vous propose comme définition du conflit des accords qui nécessitent un ajustement. L'histoire du théâtre et du cinéma ou du restaurant et rester chez soi avec mon épouse, c'est parfaitement le cas. Là, et qu'on veut sortir ensemble, on ne peut pas rester, ensemble. On ne peut pas rester avec ça en l'état. Il faut faire quelque chose. Il y en a plein dans le monde du boulot. Il y a évidemment, je veux une augmentation, mon patron ne veut pas me la donner, ou un collaborateur veut une augmentation, je ne veux pas lui donner. Je veux un projet, on ne me le donne pas, etc. Conflit. Je trouve qu'il y a des conflits de besoin. Alors, sur la violence, j'aime bien raconter une petite histoire. Moi, j'appelle ça la boussole du conflit. C'est tiré un peu aussi je me suis inspiré de notions qu'on trouve en Gestalt, si ça parle à certains d'entre vous. Imaginons que je sorte de chez moi, j'habite à République, à Paris. Je sors de chez moi, je vais prendre le métro et en chemin, je rencontre un couple d'amis que je n'ai pas vu depuis longtemps. On va dire Paul et Virginie. Bien, voilà, peu importe. Je me dis, tiens, sympa, je ne les ai pas vus depuis longtemps. Je m'approche d'eux. Et puis, en m'approchant, je m'aperçois que peut-être ils sont en train de se disputer. Ou en tout cas, ils ont une conversation, j'ai l'impression en tout cas, qu'ils sont en train de se disputer. Et je me dis, oula, c'est pas le moment. Et bah, je peux me dire, je peux renoncer en me disant, je vais les déranger, je vais faire un détour. Au risque d'ailleurs qu'ils me voient faire le détour et qu'ils se disent, il fait la gueule, quoi. Donc, je suis là dans ce que j'appelle l'impuissance. C'est-à-dire que j'ai un désir, une envie, un besoin, on l'appelle comme on veut, et je ne lui donne pas droit. Je le remets dans ma poche, quoi. Voilà, je le garde sous le boisseau. Tant pis. À l'inverse, je peux me dire, qu'à cela ne tienne, ils se disputent peut-être, mais ils vont être contents de me voir. J'y vais. Salut, comment ça va? J'arrive, je leur tape dans le dos. Je suis content de vous voir, c'est super. On peut imaginer qu'ils étaient en train de se disputer, hein, et qu'il y a une chance qu'ils me disent, mais enfin, tu vois bien que c'est pas le moment. Ils sont pas disposés à me laisser rentrer dans leur cercle à ce moment-là, quelle que soit l'affection qu'ils peuvent me porter par ailleurs. En tout cas, moi, j'y suis allé franco, un peu brutalement peut-être d'ailleurs. On peut dire que là, je suis dans la toute-puissance. Et au fond, il y a quelque chose de commun entre ces deux extrémités, hein, qui ont l'air vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Il y a, euh, il y a des deux côtés le fait que, au fond, je fais tout seul. Je décide tout seul que je n'y vais pas. Je décide tout seul que j'y vais. Je ne prends pas du tout en compte mon environnement, c'est-à-dire Paul et Virginie en l'occurrence, si on les appelle comme ça.
Je ne prends pas en compte leur avis, leur opinion, leur truc. Et on peut dire que ça, alors vous allez trouver que, moi je prends des tout petits exemples, hein, mais on peut dire que ça, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence parce que c'est là où j'en viens à ce fameux symptôme, je fais disparaître l'autre, où il y a quelque chose qui disparaît. Je n'en tiens pas compte, je ne tiens pas compte de l'autre. Alors, dans l'impuissance, c'est plutôt une violence vis-à-vis de moi-même, je me fais violence en ne prenant pas en compte du tout mon désir, mon besoin, mon envie. Et dans la toute-puissance, c'est plutôt l'autre que je ne prends pas en compte. Je ne prends pas en compte le fait que peut-être c'est pas le moment pour lui, c'est pas le. Alors évidemment, il y a une voie intermédiaire qu'on peut appeler une voie de puissance, non pas au sens de puissance qui écrase, mais au sens de pouvoir, d'être à même de mettre en mouvement son désir, son besoin. Cette voie-là, on appelle ça en gestalt la saine agressivité. Alors, je ne sais plus si, voilà, si je viens. Pourquoi agressivité d'ailleurs? Agressivité, c'est un mot de la gestalt encore, pour ceux qui doit être familier à ceux qui la connaissent, mais c'est un mot qu'ils ont choisi parce que ça vient de aggredior, qui est un mot latin, qui veut dire agresser, mais aussi aller vers ou entreprendre. Donc, en effet, d'une certaine façon, le fait de m'approcher de Paul et Virginie, c'est une forme d'agressivité. J'agresse mon environnement parce que je vais le modifier, je vais influer sur mon environnement. Et le mot sain devant vient tempérer ce mot d'agressivité un peu exagéré, en tout cas qui semble exagéré si on le prend dans son sens un peu habituel, pour dire que c'est sain parce que je prends en compte justement cet environnement, je ne le nie pas comme dans la toute-puissance. Il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est le fait que, moi j'aime bien dire que vivre, c'est déranger le monde. Que vous ne pouvez rien faire dans la vie qui ne fasse pas bouger les lignes. Si on parle d'entreprendre, par exemple, si je monte une boîte, si je monte, par exemple, une boulangerie, eh bien, il y a bien des, il y a bien des chances que je vais bousculer les habitudes du boulanger qui est installé en face ou à l'autre coin de la rue. Même les clients, ils vont peut-être changer de chemin. Je vais faire bouger les lignes. Vivre, c'est déranger le monde. Et cette façon de le faire, c'est une façon de faire en accord, en tout cas en prenant en compte l'environnement. Je ne dis pas en disant oui à tout d'ailleurs, mais en prenant en compte l'environnement, ce que je ne fais ni dans l'impuissance, je reviens sur ma slide d'avant, où je suis tout seul, et ni dans la toute-puissance, où je suis là aussi tout seul. Et le fait de faire tout seul, c'est quand même le symptôme de la violence, le marqueur, si j'ose dire. On le voit dans un cas, je veux dire, presque extrême. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas que j'évoque ça, mais quand même, dans violence, il y a un mot, il y a un mot de même racine qui est viol. Dans le viol, il semble, la chose apparaît évidente, quoi. L'autre, la victime, hein, disparaît complètement. Elle devient un objet, euh, un objet, simplement pour assouvir son propre besoin. La personne elle-même, l'être humain, disparaît. Ça devient une chose raréfiée. Mais c'est vrai aussi dans le vol, tout simplement, si on lève le lit, dans le fait de braquer quelqu'un, ce quelqu'un devient un porteur de portefeuille. Je recommande là-dessus un film extraordinaire, ceux qui l'ont, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, qui est un film sur la justice restaurative où on fait se rencontrer des victimes, en l'occurrence c'est de homejacking, hein, de braquage chez soi, avec des auteurs de ces mêmes crimes. Alors pas ceux qui ont braqué hein, c'est pas on parle pas des mêmes choses, et pour qu'il y ait à la fois une forme d'éclairage, et on s'est aperçu beaucoup dans les pays étrangers, hein, c'est naissant en France, que à la fois ça répare quelque chose chez les victimes, et à la fois, dans le film c'est magnifique, hein, vraiment je le recommande, et à la fois ça limite les récidives, parce que d'un seul coup, les auteurs s'aperçoivent des conséquences réelles, euh, parce qu'il y a des personnes derrière les gens dont ils ont braqué la carte bleue, qu'ils ont
dans leur vocabulaire un peu bousculé pour obtenir les codes secrets, ils réalisent que ben, ça a des conséquences, que ça peut être des années de traumatisme, que ça peut être des comportements ensuite, des impossibilités de sortir de chez soi, voilà, ils ont bousillé leur vie. Hein, et donc, il y a la prise de conscience que derrière l'autre, il y a quelqu'un. Derrière le visage, il y a une personne. Voilà, je continue, ça va? Ouf, ça va? Vous suivez? C'est pas trop. Voilà, donc le conflit, euh, j'ai du mal avec toutes mes fenêtres là. Hop, c'est un ajustement. J'ai monté toutes les valises bien rangées. Alors, on continue. Toc. On va passer là. Donc là, j'ai essayé de différencier conflit et violence. Et on va voir en quoi la vie, c'est du conflit. Alors d'abord, je vais dire deux, trois truismes, hein, pardon, deux, trois évidences. On le sait en coaching, et même non seulement on le sait, mais on a tendance à cultiver ça. Chacun est singulier, et donc ça amène de la diversité, des gens différents, voilà. Et qui dit diversité de besoins, diversité de vision du monde. Et donc forcément, si je dis diversité de vision sur le monde, ça va impliquer nécessairement des divergences de points de vue et donc des frottements dans le contact, comme on dit en Gestalt. Donc ça amène au fait que, voilà, c'est pour dire d'abord que le conflit, au fond, c'est inévitable. Alors moi, je vais donner une deuxième métaphore que moi j'aime beaucoup. Il se trouve que j'ai un ami, un camarade de promotion, comme on dit dans le jargon, qui a fait une magnifique carrière d'ailleurs de géophysicien. Voilà, c'est une image de tremblement de terre. Hein, je vous montre. Et il a à Los Angeles. Donc il est au centre quand même d'une région où les tremblements de terre sont au cœur des préoccupations. Et il a beaucoup travaillé toute sa carrière sur la modélisation des tremblements de terre pour essayer de les prévoir. Et donc il nous racontait ça un jour, il était de passage à Paris, et à un moment donné, quelqu'un lui dit, mais bon, alors du coup, où est-ce qu'il va y avoir des tremblements de terre? Et il nous dit, ben, au Chili, en Indonésie, bref, il nous cite quelques endroits, et on lui dit, et en Californie. Et il nous dit, ah non, ah non, on n'est pas inquiet en Californie. On lui dit, mais quoi, c'est une fable, cette faille de San Andreas, ce qu'on appelle le Big One, hein, vous savez, qui est la réplique du tremblement de terre de 1906 ou 10, je ne sais plus, qui a détruit quasiment San Francisco. C'est une fable, le fait que ça puisse revenir, dit non, c'est pas une fable, mais on n'est pas inquiet pour deux raisons. D'abord, c'est très bien construit là-bas. Ils ont tiré les leçons quand même de cette destruction d'il y a un siècle. Donc il y a des normes antisismiques extrêmement strictes, et donc c'est très bien construit. Et d'ailleurs, on le voit, hein, malheureusement, dans le drame qu'il y a eu au Maroc, là, le truc épouvantable, là, c'est dû en grande partie au fait que les constructions, tout pour cause, hein, pour des raisons de moyens et tout ça, on ne saurait pas jeter la pierre à ces gens, mais les constructions, c'est des constructions qui s'écroulant ont tué les gens. Les normes antisismiques, il y aurait eu beaucoup moins de victimes. Donc ça, c'est la première raison. Il dit la deuxième, c'est qu'il y a eu plein de tremblements de terre ces 30 dernières années à Los Angeles. Plein. Et qu'est-ce que c'est qu'un tremblement de terre? C'est des plaques tectoniques, hein, comme les écailles sur le dos de tortue, sur le dos de la Terre, et puis qui sont un peu indépendantes, et parfois elles sont en conflit. C'est-à-dire qu'il y en a une qui veut aller à droite et l'autre qui veut aller à gauche. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça crée de la, voilà, ça crée de la tension, ça crée ça accumule une sorte d'énergie dans le sous-sol. Et puis à un moment donné, cette énergie, ben, il faut la purger, parce que c'est trop. Donc il y a une plaque qui passe au-dessus de l'autre, ou bien ça flambe complètement. Ça, c'est ça qui fait les montagnes. Voilà. Et évidemment, ça fait tomber les immeubles à la surface. Sauf si cet ajustement se fait en permanence, par petits coups, par tout petits coups, par petits tremblements de terre, sauf s'il y a plein de petits tremblements de terre qui, peu à peu, purgent l'énergie du sous-sol. Là, ça fait un peu trembler les immeubles, mais grosso modo, bah, ça tient. Voilà. Et donc, au fond, moi, j'ai vu une sorte de parallèle avec le conflit. Le conflit, on a des divergences avec les gens que nous côtoyons au quotidien, que ce soit au bureau ou bien chez soi. Il y a voilà, des frictions.
Et nous accumulons parfois un peu de ressentiment, un peu de frustration. Voilà. Si à chaque fois je dis à ma femme qu'elle veut aller au cinéma, je dis oui, alors que moi j'avais envie d'aller au théâtre, et à un moment donné, ça, dit vulgairement, ça va me gonfler, quoi. Gonfler de l'intérieur, et oui, j'accumule quelque chose à l'intérieur de moi. Et le jour où ça pète, quoi. C'est pas les meubles qui tombent comme dans les tremblements de terre, mais c'est la relation. Sauf si, alors d'une part, si la relation est bien construite, c'est mieux, mais aussi, sauf si on, on purge régulièrement. Notre sous-sol à nous, c'est évidemment, c'est les tripes, hein, c'est ce qui se passe voilà, à l'intérieur. Si on purge ça régulièrement, eh ben, il y a quelque chose qui se purge et qui permet d'assainir finalement et de purger les tensions qui nous habitent. Au fond, j'aime bien dire aux gens, à chaque fois que vous renoncez, à chaque fois que vous évitez le conflit, eh bien, vous faites le choix de laisser s'accumuler un peu, même ne serait-ce qu'un tout petit peu. On ne sait rien, je laisse passer, je laisse couler, hein, vous connaissez cette phrase. Mais ne serait-ce qu'un peu, je choisis de laisser s'accumuler en moi un peu de frustration, un peu de ressentiment. Voilà. Et donc, j'achète de la tranquillité aujourd'hui, parce que c'est quand même plus peinard, quoi. J'achète de la tranquillité aujourd'hui contre, pardonnez ma trivialité, mais contre des plus gros emmerdements demain. Euh, Hop, on continue, purger l'énergie du sous-sol. Alors, c'est vrai que moi, je trouve qu'au boulot, moi, j'ai été frappé dans les organisations, hein. Moi, j'accompagne des gens à se dire les choses, notamment dans les CODIR, par exemple, où il y a bien souvent une sorte d'omerta. Et il est parfois d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi dans les équipes, au fond, il peut y avoir même des phénomènes de détestation, sous une apparence assez polie, bon enfant. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que vraiment, il peut y avoir vraiment des tensions inouïes. Tout ça parce qu'on a privilégié avant tout la bonne ambiance. D'ailleurs, faites l'expérience, demandez aux gens comment ça se passe à leur boulot. La première chose qu'ils vont vous dire, c'est il y a une bonne ou il y a une mauvaise ambiance. C'est vraiment un des critères qui vient en premier avant de dire, alors ils peuvent dire d'autres choses, hein, on est d'accord, je m'ennuie, le boulot est intéressant. Mais quand même, la façon dont ça se passe, et je peux les comprendre, hein, c'est bonne ou mauvaise ambiance, je peux les comprendre. Simplement, le prix de cette bonne ambiance maintenue à tout prix, c'est-à-dire que on ne veut même pas égratigner, on ne veut même pas, ça s'appelle euh, ça s'appelle la possibilité d'un tremblement de terre à un moment ou à un autre. La deuxième chose aussi dans les organisations, la photo est pas super proche de ce que je veux dire, mais j'adore cette photo. C'est à la gare Montparnasse, je ne sais plus quelle année. C'est une locomotive s'est pas arrêtée, hein, qui a traversé la gare, elle est arrivée sur la place Montparnasse. Voilà, je trouve cette photo extrêmement exotique. Donc, euh, ça ne devait pas être drôle pour les gens qui étaient là, mais quand même, voilà. Donc, au fond, la deuxième chose, euh, beaucoup de gens me disent, bon, c'est mon chef, il me dit ça, moi je veux pas d'histoire, donc je lui dis pas. Voilà, je réagis pas. Euh, d'une certaine façon, moi je vous dis que c'est une forme. Alors si, quand c'est possible, hein, parce qu'il y a des chefs qui laissent pas faire ça, des managers qui laissent pas trop faire ça, qui favorisent cette culture d'obéissance absolue. Mais moi je trouve que ça laisse ne pas dire à son chef, ça laisse le chef totalement aveugle de ce qui se passe et donc capable d'aller dans le mur comme cette pauvre locomotive. Je recommande, je pourrais vous le trouver là, un, le discours d'un amiral que j'aime beaucoup, l'amiral Joire Moulins, qui a fait son discours d'adieu aux armes. Et il a fait un discours à l'école navale. Vous le trouverez sur mon site. Si vous tapez Joire, Joire, Moulins, N-O-U, L-E-N-S, je crois que c'est N-O-U. Vous tapez amiral sur mon site, vous le trouverez. Je l'ai mis sur mon site parce que je ne le trouvais plus ailleurs. Il a fait son discours d'adieu aux armes et ses 12 points à l'intention des futurs officiers. Alors, sous réserve de transposer le vocabulaire militaire dans un vocabulaire du management, moi je trouve que c'est un vade-mecum du management qui est formidable. Et un des articles dit ça, d'ailleurs, il le dit. Euh, le, le,
alors je vais essayer de retrouver, parce que d'un seul coup, ça m'échappe. Mais en gros, il dit que c'est l'indiscipline suprême. Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. L'indiscipline suprême consiste à ne pas faire valoir à vos chefs les raisons qui, à votre avis, leur ont échappé. Euh, oui, et ne rien dire ou contredire peut laisser un plein pouvoir à une personne. Et chef, celui qui est reconnu comme tel, sinon c'est un chef faillant. Je ne sais pas comment dire ça, je crois que je ne suis pas d'accord. Euh, oui, alors sur les moyens, je vais essayer d'y répondre. Je vais aller au bout de quand même, parce que là, je vois bien que c'est un peu de briquet de broc ce que je vous raconte. Donc, l'indiscipline suprême consiste à ne pas faire valoir à vos chefs, s'ils maintiennent leur ordre, bien entendu, vous devriez l'exécuter sans délai. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de monter une mutinerie ou une rébellion, mais il y a quelque chose où ne pas oser dire, et le conflit, c'est juste dire, hein, c'est d'abord ça, c'est d'abord faire valoir. Ne pas oser dire, c'est déloyal. C'est presque déloyal, c'est-à-dire c'est presque... Euh, c'est comme si le mécanicien, il n'avait pas dit au conducteur, tu vas trop vite, faut que tu freines. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions, parce que j'en vois deux. Je ne sais pas si la première est une question, oui, et ne rien dire ou contredire peut laisser un plein pouvoir à une personne. Oui, c'est-à-dire que ça le laisse seul, en fait, c'est ça l'idée. Ne rien dire ou contredire, ça laisse le chef tout seul. Qui est déjà la solitude étant déjà une maladie de chef ou de manager, hein, comme vous voudrez. Chef, ça veut dire tête, quand même. Et chef, celui qui est reconnu comme tel. Oui, mais le chef, c'est pas forcément celui qui a toujours raison. Moi, je sors d'un organisme qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Le fondateur, en 1938, écrivait un chef, ça doit commander, mais ça doit d'abord servir. Vous voyez, donc ça, c'est un coach avant l'heure, on peut dire. La deuxième question, c'est la question du processus de sortie de conflit implique-t-elle la perception des moyens dont on dispose pour l'affronter? C'est évident, c'est-à-dire que le rapport de force joue beaucoup, non seulement sur ce que je vais faire, mais aussi sur la façon dont je vais le faire. Si j'ai un chef qui est réputé tyrannique, moi je crois qu'il ne faut pas renoncer à dire, jamais, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je le maintiens, il y a une forme de déloyauté à ne pas dire. Deuxièmement, je crois que même un chef tyrannique, sauf s'il a un colt dans la main, ça, sauf s'il vous menace de mort pour de vrai, euh, on peut aussi imposer qu'il nous respecte. Et ça n'est pas en disant pas qu'il ne va pas nous respecter. Je pense que c'est très important. Le problème, c'est que les gens, souvent, ne savent pas dire. Donc, ils le disent de façon... Et souvent, ils le disent trop tard. C'est-à-dire qu'ils le disent après avoir accumulé, forcément. Ils prennent leur élan, si j'ose dire. C'est-à-dire que dans le fait, ils ne disent pas, ils disent pas, ils disent pas, ils disent pas. Et ils pètent un câble. Et donc, ça, c'est catastrophique parce que ça leur fait dire les choses d'une façon qui est souvent inappropriée et qui, évidemment, est mal reçue. Il y a quelque chose vraiment, en tout cas dans mes convictions, il y a le fait qu'il faut dire le plus tôt possible, tout de suite, si je ne suis pas d'accord. Et pas forcément pour imposer mes vues, mais pour dire voilà, je me permets de vous dire, je vois les choses autrement, au moins exister. Ok, je continue. Pouf. Pourquoi j'ai fait ça? Le dragon. J'ai mis le dragon, j'ai oublié pourquoi j'avais mis ça. J'ai pas j'ai pas le conducteur avec moi parce que je partage tout mon écran. J'ai pas mon deuxième écran, donc je suis un peu embarrassé. Le dragon, c'est si ça me revient, c'est du coup pour ceux qui ont suivi le voyage du héros, il y a un lien très fort pour moi. Dans le voyage du héros, c'est une trame d'histoire et à un moment donné, il y a une étape dans, dans cette histoire qui est censée être une méta-histoire, c'est-à-dire l'histoire qui raconte qui est derrière toutes les histoires, tous les contes, il y a un truc qu'on appelle la rencontre avec le dragon. Dans tous les films d'action, il y a ça, il y a le méchant de l'histoire, Dark Vador dans, euh, dans Star Wars, le grand méchant là, dans Le Seigneur des Anneaux, comme il s'appelle, c'est vraiment le Sauron. Dans tous les films, voilà, il y a un dragon, c'est-à-dire une créature qui est à la fois mi-réelle, c'est ça qui est intéressant dans le dragon, et mi-imaginaire. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup dans les publications, psy notamment, on parle beaucoup de managers toxiques.
On parle beaucoup de pervers narcissiques. On parle beaucoup de gens qu'on catalogue comme étant des monstres. Et moi, je pense qu'en les qualifiant de monstres, on contribue à ce qu'ils le deviennent effectivement. Je pense que personne n'est un monstre sans la complicité, plus ou moins implicite, de l'environnement. Alors, j'y vais avec des pincettes là-dessus, parce que ça ne veut pas dire que n'y a pas des comportements monstrueux, et ça ne veut pas dire que les victimes de ces gens-là sont peuvent être culpabilisées, qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait pour ça. Simplement, entre un comportement qu'il faut combattre de toutes nos forces et qualifier quelqu'un de monstre, surtout quand on est un peu à l'abri de ces agissements, euh, c'est le coller dans la case, quoi, et le caler là-dedans. Le dragon, c'est l'image de ça, c'est-à-dire que c'est une créature mi-réelle, qui est la créature qui est une créature, voilà, un lézard, un serpent, au départ, voilà, c'est parti de ça, auquel on met des attributs fantastiques font des projections, qui sont de l'imaginaire. Le cracher du feu, voler. Alors les dragons du Moyen-Âge, hein, ils ne ressemblaient pas à ça, c'est l'influence d'Heroic Fantasy et, et du dragon plutôt chinois d'ailleurs, d'Extrême-Orient. Les dragons du Moyen-Âge, quand vous voyez des représentations de Saint-Georges, souvent c'est des bêtes assez moches, quoi, mais c'est plutôt dans le hideux, plutôt le gros lézard, le gros serpent, ils n'ont pas forcément des ailes, ils ont parfois deux têtes, trois têtes, plusieurs queues, voilà. Ils ont des attributs qui les écartent de l'animal standard. Mais c'est une représentation. Et d'ailleurs, dans le voyage du héros, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que au fond, c'est la métaphore le combat avec le dragon, c'est en partie un combat contre soi-même. Dans Star Wars, par exemple, ils ont illustré ça par le fait que Dark Vador, c'est le père de ceux qui ont vu le film. Désolé pour les autres, mais voilà, c'est le grand méchant, et quand le héros le combat, il s'aperçoit que c'est sa propre chair, en fait, c'est son père. Son pire ennemi est aussi son père, c'est-à-dire que son pire ennemi est une partie de lui presque. Moi, je crois que c'est une généralité, en fait. Ce n'est pas juste un procédé d'histoire, scénariste. C'est souvent la réalité. Nos ennemis ne sont ennemis, ne sont si épouvantables et abominables que parce qu'on les fabrique comme tels. Euh, alors là-dessus, je raconte toujours une histoire aussi. Je regarde l'heure quand même, mais ça va dans le temps. Euh, J'adore les histoires. Le type qui crève en pleine route, qui crève en pleine campagne, pardon. Et puis, bon, au moment de changer ses pneus, il s'aperçoit qu'il a oublié le cric chez lui. Et donc, il est un peu perdu. Il n'a pas son téléphone portable, ou bien il n'y a pas de réseau, je sais pas quoi, bref. Il se dit, je suis mal, je ne peux pas changer mon pneu, la route est déserte, il n'y a rien. Puis, en regardant autour de lui, quand même, il voit au loin une fumée de maison. Il se dit, ah, quand même, si, j'y vais. C'est assez loin, il y va. Et en chemin, il a le temps de gamberger, le temps de se raconter des histoires et de se dire, bon, ça se trouve, il n'y a personne, ils vont pas être là. Puis si ça se trouve, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de cric, je fais tout ce chemin pour rien, surtout que le soir commence à tomber. Il se raconte des histoires, alors il essaie de se rassurer. Ah, il y a de la fumée, ils sont isolés, ils ont forcément une voiture, bref. Et puis, à force de mariner comme ça et de ruminer, de se faire des idées, il finit, mais si ça se trouve, ils sont isolés, ces gens-là. Peut-être qu'ils ont un cric, mais ils vont pas me le prêter, en fait. Il y a de fortes chances qu'ils ne veuillent pas me le prêter. Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Pourquoi ils me donneraient leur cric? Ah oui, puis les gens sont égoïstes aujourd'hui, vraiment, ça. On ne peut plus compter sur personne. Et puis alors, il rumine, il rumine, il rumine, il rumine, tant et si bien quand il arrive finalement à destination, il rentre, là, il y a une cour de ferme, il sonne quand même. Il y a une fenêtre qui s'ouvre au premier, une dame, visage assez avenant, qui se montre. Mais lui, il est dans ses trucs, ses projections. Finalement, il s'est tellement imaginé ça qu'il s'est mis en colère. Il lui dit, vous savez quoi, votre cric, pouvez-vous le garder? Et il s'en va. Donc c'est une histoire qui raconte ça, qui raconte qu'au fond, nous fabriquons les dragons, y compris cette pauvre femme qui sans doute n'a rien compris à ce qui se passait.
et c'est type qui fabrique son propre malheur. Et dans le conflit, je crois que la première chose, la chose très importante, c'est dans la mesure du possible, et c'est pas toujours facile parce que en effet, il y a quand même des comportements parfois qui rendent les choses difficiles. La première chose, c'est de ne pas affronter un monstre, et donc de ne pas faire de l'autre un monstre. Bon, j'ai parlé beaucoup là. Je ne sais pas si ça vous inspire. Je veux bien avoir vos avis là-dessus, hein, parce que je me sens un peu seul là devant mon PowerPoint. Voilà, donc là, je peux vous citer Fritz Perls qui a dit ça. C'est le fondateur de la Gestalt qui a dit la caractéristique de l'individu en bonne santé, je vous lis la citation, est de pouvoir apprécier quels dangers sont réels et lesquels sont imaginaires, et de savoir mettre en pratique ce jugement. Et la suite de la citation, il raconte que quiconque est allé dans une forêt en pleine nuit sait euh, à quel point des petits bruits, des petites choses peuvent créer en nous une impression extraordinaire et même créer de grands effrois en nous. Est-ce que c'est d'ailleurs la suite? Voilà, donc ça, c'était un peu pour illustrer le fait que dans la vie c'est du conflit en fait, c'est partout. C'est-à-dire que on se frotte les uns aux autres, on est différents, donc on a des besoins différents, donc ça frictionne. Si on laisse les frictions s'accumuler, on amène à des tremblements de terre qui vont tout casser. Et si on laisse nos représentations prendre le dessus, qui plus est, enfin, on fait de l'autre potentiellement une sorte de monstre, ce qui va aggraver tout le processus. On va plus oser lui parler, voire même on va se dire, c'est même pas la peine que je lui demande sur le cric, c'est même pas la peine que je lui demande une augmentation, c'est même pas la peine que j'essaye de faire valoir mes arguments. De toute façon, il n'est jamais d'accord, il me dira jamais oui, c'est pas la peine d'essayer. Et donc, je continue le processus d'accumulation de conflits. Peut-on résumer ton point en considérant que notre pire ennemi est parfois nous-mêmes? J'ai bien peur que oui. En ce qui me concerne, c'est souvent vrai. Je ne sais pas pour les autres. Ok, on continue. Bon, là c'est assez court, le conflit, la joie, mais je vais essayer de... En fait, en général, c'est fou, je vous donne quelques éléments, quelques petits outils euh, que je vous propose, voilà, dans les situations de conflit. Pas que vous repartiez juste avec de la théorie, mais peut-être avec des choses à expérimenter, plutôt que, voilà, ne pas de me croire sur parole, mais essayez. Alors moi, je dis souvent, si tout ce que je raconte au fond, et notamment là, je fais une formation de 2 jours sur le conflit, je la fais beaucoup au centre des jeunes dirigeants ou chez moi. Euh, je dis beaucoup que si cette formation devait se résumer en un mot, ce serait ralentir. Ralentir parce que dans les situations de conflit, tout s'accélère au contraire. Non seulement je veux dire, nos constantes physiologiques, hein, la respiration, le battement de cœur, l'imaginaire aussi augmente. Il y a quelque chose qui s'emballe, bien sûr. Les mots peuvent jaillir, c'est-à-dire qu'on voit bien comment les conversations, et moi qui vous parle, je ne suis pas à l'abri de ça, je ne suis pas devenu un sage tibétain, je continue de travailler sur moi et d'appliquer à moi-même voilà, toutes ces choses que je raconte, mais que sans doute, je n'ai pas tout à fait intégré encore. Euh, donc, il y a quelque chose qui s'accélère, et donc tout ce qui nous fait ralentir, c'est bon à prendre. Donc, respirer, faire du silence, voilà. La méditation, évidemment, c'est des outils d'entraînement au ralentissement. Enfin, il y a plein de choses que vous connaissez, que vous faites, j'imagine très bien, très souvent. Et parmi ces outils, il y a un truc qui s'appelle l'époquet. Encore une fois, c'est familier pour certains d'entre vous. Euh, alors, non, ça, c'est autre chose. L'époquet, c'est un mot grec qui veut dire suspension. Je reviens en arrière, là. Hop. Voilà. C'est un mot grec qui veut dire suspension du jugement. En fait. Suspension du jugement phénoménologique. Dit de façon un petit peu plus simple, après je le dirai de façon encore plus simple. Dit de façon un peu plus simple, c'est j'essaie de considérer les choses, alors on peut dire de façon phénoménologique, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe et pas du tout, et d'enlever toute abstraction, et en particulier toute causalité. Bon, je peux considérer que quelqu'un est désagréable avec moi,
Il me parle fort, ou il me parle mal, ou je sais pas, il me dit pas bonjour, ou ça, c'est un fait, hein. Je peux regarder ce que ça me fait, ce que ça me fait vivre, comment je vis ça, ça aussi, c'est un fait. Dès que je dis, ben, il est de mauvaise humeur ce matin, je sors de l'époque. Dès que je me dis, c'est parce qu'il n'a pas eu son contrat, dès que je dis, c'est parce que il est maltraitant, parce qu'il a été maltraité quand il était petit. Dès que je dis parce que, d'ailleurs, de façon générale, je sors de l'époque. Et au fond, l'époque, c'est, si je le dis encore plus simplement, c'est l'art de dire, je ne sais pas. Alors, factuel, ouais, je vais y revenir parce que là, je vais revenir dans le truc d'après. C'est ce qu'on appelle phénoménologique. C'est là que je me fie à ce que je vois et en considérant bien que ce que je vois, c'est mes faits à moi, hein, c'est ma perception de la chose. Et déjà, c'est pas mal de partager nos perceptions réciproques, parce qu'évidemment, c'est pas les mêmes. Voilà, l'époquer, et ça fait ralentir, parce que ça oblige, dans le contact, euh, à vérifier ce que dit l'autre. Par exemple, quelqu'un qui me dit, je vais dire quoi, je sais pas quoi, t'es arrogant. Bon, t'es arrogant. J'ai une représentation de ce que ça veut dire arrogant, et ça me plaît pas qu'on me dise ça. Mais l'époquer, ça consiste à dire, ah oui, arrogant, c'est- ça peut être des questions comme, c'est quoi arrogant pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Ou comment je m'y prends pour être arrogant? Euh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? À quel moment je suis arrogant? Ou à quoi tu vois ça? Moi, j'ai fait un exercice un jour, j'étais en école de Gestalt, donc de psychothérapie, et j'ai un souvenir inouï là-dessus, un souvenir formidable. On travaillait là-dessus finalement sur ce qu'on appelle déplier Gestalt, là, regarder ce qui se passe dans la situation. Et alors, c'était un exercice, la personne en face de moi devait me dire quelque chose sur moi, plutôt d'un peu désagréable, plutôt un petit reproche qu'elle pourrait me faire. Elle me dit, je crois quelque chose comme ça, parfois tu es arrogant. Ah, je suis arrogant. À quoi tu vois ça? Comment je m'y prends? Les questions que je viens de vous citer. Et puis, en fait, déjà, ça ralentit parce qu'il faut beaucoup de temps, en fait. Ça a l'air évident de trouver quelqu'un arrogant, mais quand on vous dit comment, qu'est-ce qui te fait dire ça, déjà, ça, ça ralentit beaucoup. Et finit par me dire, je crois que c'est ta façon de regarder les gens, parfois. C'était pas la première à me le dire. Ça peut m'arriver. Ah bon? Commence à regarder, puis on avance. Elle me dit, je crois que c'est les sourcils. T'as une façon de lever les sourcils. J'ai l'impression que tu te fous un peu des gens, tout ça. Et puis je lui pose la question qui est venue comme ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était pas intentionnel. Je lui dis, mais ça te rappelle quelqu'un? Et là, elle me regarde, elle me fait, oh non, mon père. Donc en fait, c'était très drôle, hein. On a beaucoup, beaucoup ri à ce moment-là. Parce qu'il y a eu quelque chose qui explosait, quoi, d'un seul coup, au visage. C'est que d'un seul coup, ben, d'une certaine façon, je lui rappelais son père, bien que j'étais beaucoup plus jeune que son père, mais quand même, je lui rappelais son père. Il y avait comme un habit qu'elle avait posé sur moi, et que bah, je devais avoir les épaules pour le tenir quand même, hein, il devait s'accrocher, mais au fond, l'époquer, c'est aussi se méfier de ça, se méfier des représentations que nous avons, qui nous sautent au visage et qui peut-être viennent d'ailleurs, viennent d'autres choses, sont impactées par quelque chose qui est en nous et qui configure la situation. Premier outil, époquer, et c'est très utile pour ralentir, ça consiste à dire, au fond, ça consiste à dire, je ne comprends rien à la situation, il faut qu'on en parle. Euh, ne faites pas de suppositions. Le troisième, oui, totalement. Voilà. Le deuxième outil dont je parle, c'est un outil que j'appelle le FCD. Voilà, c'est ma petite marque de fabrique. FCD. Euh, moi, je me suis un peu intéressé à la communication non violente et alors, c'est un avis tout à fait personnel. Je trouve ça pas simple à maîtriser. C'est un peu compliqué, voilà, personnellement. Pas de reproche à faire à cette technique. Je sais qu'il y a des gens qui, voilà, c'est un long processus, c'est l'occasion de travailler sur soi qui sont formidables. Voilà, moi j'ai eu un peu de mal et donc du coup j'avais un peu forgé des choses plus génériques. Surtout dans la communication non violente, il y a l'idée de besoin et ça met pas mal de gens dans l'impuissance. Beaucoup de gens sont incapables de dire de quoi ils ont besoin. Donc j'ai voulu un truc plus simple que je vous propose et aussi parce que je crois que dans les conflits on a besoin de choses simples.
très simple. Parce que on peut pas réfléchir, quoi. Voilà. Donc, ça vient, ça nous tombe dessus. Pareil, il y a de l'émotion, il y a de la tension. Moi, j'ai besoin de m'accrocher à des choses simples. Et la première chose, c'est qu'est-ce qui fait sol? C'est-à-dire que c'est les faits de quoi on parle. Alors, je vais encore utiliser une métaphore. Il y a un livre splendide là qui s'appelle la ruse et la force. La force et la ruse. Qui est un gars qui raconte comment dans les conflits armés cette fois, on a usé tantôt de la force, tantôt de la ruse. Et il raconte notamment que dans les cités grecques, quand elles se battaient, elles trouvaient un terrain, elles mettaient le même nombre de soldats de chaque côté, qui étaient plutôt des citoyens aisés, qui avaient les moyens de s'équiper, et ils se tapaient dessus, de telle heure à telle heure, quoi, un peu comme au boulot, un peu comme un combat de boxe au fond. Sauf que les règles étaient, il y avait moins de règles qu'au combat de boxe, donc c'était assez sanglant malgré tout. Donc c'était de la force brute. Euh, la contrepartie, donc il y avait pas mal de, enfin, il y a eu du sang. La contrepartie, c'est que les gens pouvaient dormir chez soi tranquille le soir. Les familles pouvaient dormir tranquille le soir. Quand est arrivée la ruse dans la guerre, et on comprend mieux pourquoi dans l'Odyssée, par exemple, Ulysse, qui est le rusé, hein, celui qui a de la métisse, il est pas mal méprisé par ses copains, parce que la ruse, c'est l'éruption de l'embuscade, de l'attaque de nuit, de l'attaque là on ne s'y attend pas, et en fait c'est l'arrivée de la blessure intime. Voilà, des enfants qui sont tués, voilà, c'est beaucoup plus. Au fond, la ruse amène beaucoup plus de violence. Il y a une apparence de violence dans la force, il y a une réalité de la violence dans les combats de ruse, qui sont souvent d'ailleurs des combats quand les forces sont inégales. Et les faits, je reviens à mes faits, c'est de trouver un sol, un terrain. Voilà, c'est là qu'on va se battre. De quoi on parle. Et les faits, c'est pas ce qui est vrai. Hein. Les faits, est-ce que je l'ai écrit ça? Non. Alors j'ai mis nos besoins. C'est une vieille slide, je l'ai viré ça normalement. Bref, pardon, j'ai pas mis à jour mon truc. Donc ce qui fait sol les faits c'est pas ce qui est vrai. Les faits, c'est ce sur quoi on est d'accord. Si par exemple, je vois Thierry là, je lui dis Thierry, tu m'as pas dit bonjour tout à l'heure. Qui me dit bah si, je t'ai dit bonjour. C'est pas un fait. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas la peine de se disputer. On n'est pas d'accord sur les faits. S'il me dit c'est vrai, je t'ai pas dit bonjour. là, là on va pouvoir discuter. Voilà, on va pouvoir. Alors, pardon, parce que la slide n'est pas bonne du tout. J'ai mis à jour ça. J'ai dû prendre une vieille version de mon PowerPoint. J'ai honte. C'est moche. C'est mal. J'ai le droit d'être fâché contre moi. Le deuxième, j'ai remplacé par un truc qui s'appelle la conséquence. C'est FCD, un fait, conséquence, demande. Les faits, c'est donc de quoi on parle. Les conséquences, c'est pourquoi je t'en parle. Par exemple, je pourrais dire à Thierry, tu m'as pas dit bonjour. Oui, c'est vrai. Tu vois, Thierry, quand tu me dis pas bonjour, moi, ça me mine, en fait. J'arrête pas de penser à ça pendant la conférence et je suis pas capable de. Voilà, il y a une part de moi qui n'arrive pas à se concentrer. J'ai l'impression que tu m'en veux, que voilà. Donc c'est vraiment c'est pourquoi je t'en parle. Alors ça peut être beaucoup plus matériel, on va dire. Hein. Tu as quelqu'un, tu étais en retard ce matin pour ouvrir le magasin. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, quand tu vas en retard, il y a des clients qui font demi-tour, ça nous fait perdre du chiffre d'affaires. Voilà, ça peut aller dans l'émotionnel en effet, des conséquences, mais ça peut être des conséquences tout à fait pratiques et simples. Moi, je travaille pas mal avec des dirigeants d'entreprise, ils sont pas tous confortables sur le chemin de l'émotionnel, mais bon, il y a un apprentissage à commencer par la partie plus euh, visible, en tout cas, matérielle des choses et pouvoir dire à quelqu'un, voilà pourquoi je t'en parle. Et puis le dernier point, c'est le D pour demande. C'est passer du reproche à la demande. C'est-à-dire, c'est OK, ça s'est passé. Au fond, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? C'est fait, c'est fait. Peut-être j'ai besoin de réparation, mais aussi, je pourrais dire à Thierry, écoute, si tu n'as pas le temps, fais-moi au moins un petit signe, quoi. Je sais pas, un petit signe de tête, un petit signe amical. Hein. Ça te paraît possible. Cette méthode, je trouve que
j'ai trouvé deux autres usages, un très récemment. Le deuxième usage, c'est d'aider quelqu'un à nous dire quelque chose. Quelqu'un vient vous voir en disant, je sais pas quoi, il est très énervé. Oh là, j'en ai marre, tu penses pas à moi, ou je sais pas quoi, ou tu, peu importe, je sais pas. Et on peut dire, attends, ça va trop vite pour moi. Euh, de, de quoi on parle là? Qu'est-ce qui se passe? De quel événement tu me parles? Qu'est-ce qui s'est passé qui te fait dire ça? Alors, c'est pas facile, hein, parce que les gens, ils restent dans les généralités. Mais c'est toujours pareil avec toi, tu sais bien, tu vois bien de quoi je parle. Je suis désolé, je suis peut-être un peu con, mais je vois pas. Tu vois. Ah non, ce serait bien que tu me dises, je suis prêt à bouger, tu vois, mais moi, j'ai besoin que tu me dises, qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle, quoi. À quel moment j'ai fait quelque chose qui te fait dire ça? C'est quoi l'effet, quoi. Puis une fois qu'on est d'accord, on peut dire, ah, j'ai fait ça, oui. Mais je comprends que je te vois très en colère. Qu'est-ce tu en pâtis, donc tu en tires ça t'a blessé, ça. Tu peux me dire ça? Bah oui, j'ai l'impression d'être une merde, je sais pas quoi. Après, ok. Et si je devais changer, qu'est-ce que tu pourrais me demander? Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça souvent. Je vous assure que ça marche pas à tous les coups. Hein. Je saurais s'il y avait des martingales, mais quand même, c'est pas mal. Voilà. Fait, conséquence, demande. Je suis désolé, mon slide n'est pas, je vous ai dit que les besoins, c'était trop compliqué. J'étais encore dans ma phase de transformation quand j'ai écrit ça. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a le dernier outil? Oui, ça s'appelle monter au balcon. Voilà, j'ai fait un joli balcon. Monter au balcon, j'ai tiré ça d'un bouquin de William Ury qui s'appelle Comment négocier avec des gens difficiles. Alors, il l'a coécrit avec quelqu'un dont j'ai oublié le nom. Et il en parle d'une façon qui est peut-être un peu différente de la mienne. Il en parle pour prendre du recul sur la situation, tout simplement. Moi, j'aime bien dire que c'est passer du plan du contenu à on se dispute parce que je sais pas quoi, j'ai pas dit bonjour ce matin, ou je sais pas quoi, ou je parle sèchement, ou je donne pas des infos, ou je sais pas quoi. Moi, je pense toujours à mes parents qui s'engueulaient des fois pour des vêtis. Je me souviens d'une dispute épouvantable. C'était à partir d'un poulet qui était pas assez cuit, ou je sais pas quoi. Moi, avec mes yeux de môme, je me disais, mais comment c'est possible, quoi, qu'on passe du poulet à l'apocalypse comme ça? Ça me paraissait hallucinant et atroce, en fait. Horrible, en fait, parce que ça allait vraiment dans les tours. Euh, donc, c'est quitter le plan du contenu pour passer sur le plan de la relation. Alors ça marche pas avec l'automobiliste qu'on voit dans la rue, hein, qui vous engueule parce que vous lui avez écrit le message, parce que là, il n'y a pas de relation, on peut dire. Mais au boulot, par exemple, on peut dire, attends, là, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Là, on est en train de s'engueuler. Je trouve que ça part dans les tours, là. Est-ce qu'on peut regarder ce qui est en train de se passer entre nous? Parce que, bon, vous savez ça, vous savez faire ça par cœur, hein, vous êtes des coachs, pour la plupart, j'imagine. Donc, il y a vraiment, dans l'habitude, j'imagine que je vous apprends rien, quoi. Mais, voilà, je trouve que moi, pour les clients, c'est important, quoi. Et ça permet de revenir, ça permet, de ralentir, encore une fois. Tous ces outils permettent de ralentir en soi, c'est une qualité intrinsèque. Et deuxièmement, ça permet de revenir aussi à quelque chose d'un peu fondamental sur ce qui nous relie, quoi. On en est où tous les deux? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, tous les deux? On est en train de bousiller notre association juste parce que tu veux mettre la clé, mais que moi je veux pas. Je sais pas, un truc comme ça. Voilà, montez au balcon. Alors, conflit égale joie. Et puis après, ce que je vous propose, c'est peut-être vous écouter peut-être et qu'on fasse peut-être deux ou trois petits exercices si vous le souhaitez. On va essayer, en tout cas. Euh, pour vous démontrer le truc. Je sais pas comment on va faire parce que c'est pas mon petit outil Zoom là, mais tant pis. Conflit joie, c'est très court ce que j'ai à vous dire là-dessus. C'est l'idée tout simplement que si je vis avec quelqu'un qui par nature, on a vu à des besoins différents des miens, des envies différentes, euh, et que je décide au fond d'éviter le conflit, avec peut-être suffisamment de talent pour que je n'accumule pas trop de ressentiments, trop de frustration, que finalement je fasse durer la relation. Ah, on peut s'imaginer ça, que quand même c'est possible d'éviter le conflit. Eh bien,
il ne saura jamais ce que j'ai au fond du cœur. Et peut-être que moi non plus, je ne saurai jamais. Peut-être qu'au bout d'un moment, la personne en question, ben, peut-être voyant que je dis toujours oui, peut-être elle-même va se réfréner et peut-être va elle-même ne plus tout à fait dire ce qu'il y a au fond. Et moi, je crois que le conflit, pas de la violence, hein, si vous permettez que je rappelle ça, et qui peut être conduit parfois avec beaucoup de tranquillité, c'est le moyen de nous connaître les uns les autres, et c'est le moyen de la véritable rencontre et de la rencontre authentique, avec cette équation qui est pas de conflit, pas de rencontre. Et que ça, vous le savez, vous êtes coach encore une fois, et j'imagine que c'est pour ça que vous avez fait ce métier. Oser le conflit, c'est oser l'authenticité. Et bravo, merci Laetitia, formidable. Je le reprends, je le pique. Je pique ça pour la prochaine fois. C'est ça qui fait de nous des. C'est de là que naît la joie de la rencontre, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, ce que je vous propose, est-ce qu'on fait le truc là? Oui, on va le faire maintenant, et puis après, on va essayer de voir si vous avez une situation, parce qu'après, je couperai le diaporama. Euh, Est-ce que on refait le truc là? Zéro total aversion au conflit. Zéro. Alors j'avais dit quoi? Zéro, c'est horrible, hein, c'est ça? Bon. Zéro, non, zéro pas d'aversion du tout. Je sais plus dans quel sens je l'ai fait. C'est emmerdant. Zéro pas d'aversion du tout, oui. Et 5 total aversion au conflit. Moi, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est est-ce que ça a changé ou pas votre score? Est-ce que vous avez le même score à la fin qu'au début? Si, pour ceux qui étaient là au début. Est-ce qu'il y a la même chose? Ou est-ce que ça a bougé un peu? Notez-le et puis on va trouver un moyen que vous me le disiez peut-être autrement que par écrit. Voilà, donc là, c'est terminé. Là, je voudrais juste vous montrer. Bon, il y a des ressources sur mon site. Je ne vous les donne pas. Moi, je m'inspire aussi de quelqu'un qui s'appelle Rochepin de la thérapie sociale. On n'en ai pas parlé ce soir, mais c'est un type. C'est à lui que je dois d'ailleurs ce slogan parce il a écrit un bouquin qui s'appelle Sortir de la violence par le conflit. Alors, il se trouve que pour le coup, cet ouvrage-là n'était pas tout à fait en ligne avec ce titre, mais je trouvais que ce titre était absolument génial. Voilà, donc ça a un peu bougé. Bon, en même temps, hein, c'est 1 heure de conférence. Et sur mon site, et si vous voulez en savoir plus, PAFA, page de pub. Et notamment, bah, il y a pas mal. Je peux en dire un mot, mais il y a quelqu'un m'a dit tout à l'heure, est-ce que je vais je vais arrêter le partage. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il y a des indications à ne pas y aller? Je crois que oui. Il y a plein de raisons de parler au conflit. Dans une dictature, par exemple, on n'y va pas. Euh, il y a plein de raisons de ne pas y aller. Euh, En tout cas, d'y aller frontalement. Merci Laurent. Voilà. Bon anniversaire Karine. Oui, très bien. Bon anniversaire Karine. Je le dis publiquement aussi. Donc, il y a pas mal de raisons. Encore que je vous recommande un autre ouvrage qui s'appelle Comment renverser un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Ça raconte la naissance du syndicat Otpor, O-T-P-O-R, par un gars qui s'appelle Popovic, ou Popovic, je ne sais pas comment ça se prononce, Sergio Popovic, et qui a monté le syndicat Otpor, donc qui a renversé Milosevic. Et ils l'ont fait d'une façon plutôt non violente, oui. Par l'humour, par les sketchs, voilà, par tout un tas de trucs, par lesquels ils ont finalement peu à peu acquis la sympathie de la population et à un moment donné, quelque chose a basculé par la majorité. Alors Laetitia me demande, j'imagine que vous êtes interrogé sur la raison pour laquelle le conflit est tant redouté. Alors oui, peut-être je peux dire un mot si vous voulez, je réponds à ça. Le, le,
Dans la formation, je fais un exercice sur ce qu'on appelle les gestalt inachevés. Alors, peut-être je peux dire un mot là-dessus. Alors, c'est le regard de la gestalt. Hein. Je vous le donne. Voilà. C'est pas votre discipline, mais pas grave, c'est un éclairage qui vaut ce qui vaut. Gestalt, ça veut dire forme. Euh, la gestalt, c'est l'art de. C'est l'idée que le monde prend forme en fonction de ce qui nous habite. Que quand j'ai faim, le monde devient un garde-manger. Je suis en ville, j'ai faim. Je vais surtout voir les restos, les épiceries, les boulangeries. Le reste, je m'en fous un peu. Et plus le besoin est pressant, fort, plus c'est vrai. Et plus je vais passer à côté de choses que je ne verrai pas. Et une fois que j'ai mangé, voilà, je vais acheter un truc, un sandwich, je vais manger mon sandwich. Il y a quelque chose qui, on dit que la figure retourne dans le fond. La forme s'achève, la forme se clôt, et donc je passe à autre chose. Il y a un autre besoin qui naît. Voilà. On passe notre vie à avoir des besoins, ils émergent, quelque chose se manifeste, on s'oriente avec ça, on décide ce qu'on en fait. Euh, voilà, et puis le summum de la forme, c'est quand bah, c'est ce moment où je croque dans le sandwich, putain que c'est bon, j'avais faim. Ou je bois un coup, j'ai soif, etc. Parfois, la forme se finit pas, se termine pas bien. Euh, Moi, un jour, j'ai surpris mon père en train de menacer ma mère avec son fusil. Ça s'est mal terminé pour moi. Alors, il n'a pas tiré, mais c'est resté longtemps un truc que j'arrivais pas à digérer, quoi. C'est resté, voilà, c'est resté là. On parle d'une gestalt inachevée. C'est comme une forme, ça retombe pas dans le fond. Il y a quelque chose qui persiste, cette forme, et nous avons une tendance à sans arrêt retourner pour que ça se termine bien, sans arrêt. Donc, c'est ça qui nous fait dire que la gestalt inachevée, ça nous configure et ça configure notre vision du monde. Où je vais voir, au fond, bah, peut-être tous les hommes qui parlent fort comme des gens dangereux. Voilà. Ça va me rappeler plein de situations qui pourtant n'ont rien à voir dans le réel. Hein. Dans la réalité, plein de situations vont me rappeler euh, celle-ci de façon parfois non consciente et vont configurer ma vision du monde. Et on a tous, plus ou moins, des épisodes où des conflits sont terminés pas très bien, ou ont dégénéré en violence. Et je crois que ça joue beaucoup. Voilà, ça joue beaucoup dans notre perception du conflit. En tout cas, on a tous vécu des violences. Et donc, il y a quelque chose où on craint que ça revienne à nouveau. Il y a quelque chose qui ne s'est pas achevé. Et on n'est parfois pas toujours capable de voir, de séparer au fond le réel de la situation, tel qu'elle s'actualise, et finalement le souvenir un peu que j'en ai. Sachant que la violence, c'est pas seulement, je vous parle d'un fusil là, c'est quand même un peu fort, mais euh, Rochman, il dit est-ce que je pourrais peut-être vous montrer ça sur une autre diapo. Hop, je vais vous montrer le petit tableau. Ouvrir récent, je crois que j'ai ça ici. Je vais repartager mon écran. Ouf, là, je vais partager tout l'écran. Alors, voilà, hop. Pardon, c'est de la cuisine un peu. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Donc en gros, Rochman, il dit ça. Il dit on a des besoins fondamentaux. Alors il parle de besoins, il parle pas des besoins physiologiques hein, qui sont là, que j'évoquais là, la faim, dormir, manger, etc. Il parle de besoins psychologiques. Il les classe en quatre. Il dit on a besoin d'amour et de lien. Le lien, c'est plutôt au bureau, l'amour, c'est plutôt à la maison. Mais au fond, c'est de même nature. On a besoin d'être relié aux gens. On a besoin de sécurité. On a besoin de ce qu'il appelle de sécurité psychique. Au fond, on pourrait presque remplacer par le mot de justice. Justice, et on a besoin de reconnaissance. Et tout besoin fondamental crée de la peur, crée de la peur potentielle. Comme j'ai besoin de manger, absolument. Si je me retrouve dans le désert sans rien à bouffer, je vais vite avoir peur de crever de faim ou de soif. De même, ces besoins fondamentaux créent de la peur, l'amour crée du rejet, la peur du rejet,
Et évidemment, à cet endroit-là, on peut nous faire violence, hein, l'abandon, l'indifférence, le mépris, le rejet pur et simple. La sécurité, là, ça rejoint la vision un peu commune de la violence. C'est la maltraitance, c'est l'agression. La sécurité psychique, c'est l'accusation. On peut chercher pour me nuire à me culpabiliser ou à me transformer en bouc émissaire, hein. Et puis la reconnaissance, c'est la peur du jugement, avec ce qui va, le dénigrement, l'humiliation, voilà, etc. Euh, J'aime bien dire qu'on a appris tout ça, hein. Si vous avez été à l'école, la cour de récré, c'est un endroit formidable pour apprendre ça, hein. C'est un endroit vraiment génial. Dégage, tu joues pas avec nous, hein. Ça c'est le rejet, les baffes qu'on distribue. C'est de ta faute si la maîtresse nous a punis. J'utilise des mots un peu, moi j'ai 60 ans, donc j'ai connu l'école dans les années 60-70. Voilà, et puis l'humiliation, t'es gros, t'es moche, tu pues. Et on n'a pas toujours été du bon côté du manche, hein. Parfois on a été de l'autre côté. Et enfin, on peut le faire tout seul. On peut être des deux côtés à la fois. On peut être indifférent à soi, être ignorant de ses besoins. On peut se maltraiter, c'est évident. Certaines coups d'addiction, d'ailleurs, au travail, mais aussi à la drogue. C'est une forme de maltraitance envers soi. On peut se culpabiliser, là, c'est très facile. Qu'est-ce que je suis con? Voilà, c'est encore de ma faute. Voilà, qui est aussi pas loin de l'humiliation. Voilà. Et donc tout ça fait que moi, quand je travaille sur les gestalt inachevés, on essaie de regarder et on voit bien on est plus ou moins sensible à certaines violences. Voilà. Il y a des violences qui sont plus comme des allergies, au fond, des choses qui nous piquent davantage. Voilà. C'est là où il faut travailler. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Il y en avait d'autres. Alors, j'arrête le. J'aimerais bien un peu avoir votre opinion sur le truc. Comment c'est d'entendre ça? Est-ce que vous êtes très silencieux? Alors, qui souhaite réagir, prendre la parole à ce stade de l'intervention de Laurent? Delphine a demandé la parole. Le micro, Delphine. Marche pas? Il faut mettre le micro, c'est en En bas à bas à gauche. gauche. Delphine, comment s'y est pris pour t'énerver comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi l'effet? Là, c'est bon? Voilà, Ah très voilà. bien. Non, parce que j'accède pas au micro elle est sous la barre. Bon, bref, on s'en fiche. Pardon. Oui, en fait, on entend beaucoup en ce moment. Enfin, je trouve que depuis quelque temps, il y a peut-être un abus de langage qui consiste à dire ah bah tel truc quand t'as fait ça, c'était violent. Quand t'as dit ça, c'était violent. Enfin, je trouve que le mot violent revient un peu à toutes les sauces. Pour des choses qui, moi, me paraissent pas forcément toujours justifiées. Euh, voilà, et je voulais avoir votre avis en fait là-dessus. Enfin, j'ai l'impression qu'on pervertit le sens de la violence, hein. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, ce que j'aime dire, ce que j'aime aider à préciser, c'est violent, c'est brutal. La boxe, là, l'image de boxe, vous vous souvenez que j'ai montré au début, évidemment, c'est brutal. Et le brutal peut faire mal, Derrière la violence, il y a toujours pareil, quoi. Il y a là la contrainte par la force. Le désir. Il y a une intention, quand même, une intentionnalité, à minimum. Donc, je suis d'accord qu'il y a de l'abus. Il y a de l'abus de langage. Et c'est en soi une violence, hein. Mm. Abus, violence. Donc, dès qu'on abuse, euh, il y a des toutes petites violences. Et moi, je travaille beaucoup avec les gens sur, OK, tu trouves que le monde est violent, et c'est vrai. On va pas dire le contraire. Il suffit d'ouvrir un journal, hein. Là, on va pas se cacher derrière notre petit doigt non plus. C'est vrai que le monde est violent, mais en quoi moi je contribue? C'est-à-dire que en quoi moi aussi je peux mettre de l'huile sur le feu? Moi aussi j'ai de la violence. Et vous vous souvenez les violences de Rochman, là, je trouve que ne pas dire, c'est pas loin d'une forme d'indifférence.
et une forme d'abandon de l'autre dans son destin et dans sa situation. Je le laisse tout seul, voilà, se démerder avec son problème ou avec ça. Non, je ne lui dis pas, je le dis pas. Je le laisse tout seul se démerder avec notre relation. Et au fond, c'est un peu une petite violence. Alors, moi, je ne veux pas jeter la pierre non plus, c'est pas toujours facile. Je connais rien des relations, on ne peut pas juger sur pièce. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a de l'abus de. Il y a de l'abus. Ouais. Une autre question? Qui d'autre souhaite intervenir? Est-ce que vous voulez faire une petite expérimentation? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un euh, aura une situation à présenter? C'est vrai que je suis un peu embarrassé, comme j'ai pas la main sur mes trucs, là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais est-ce que, voilà, si quelqu'un a une situation à montrer, on pourrait regarder ça. Laurent, tu peux pas accéder à tes outils par le petit icône, la petite icône appli en bas En fait, de. normalement, quand on est l'administrateur, tu vois, vous savez que dans Zoom, on peut bouger les vidéos, hein. Ouais. Vous pouvez classer les gens avec une clic hop là. On peut faire ça. Et puis, quand on l'a fait et qu'on est hôte, euh, il y a là-haut dans le petit menu affiché, il y a euh, forcer les autres participants à suivre votre ordre. Et je me sers de ça pour faire ce qu'on appelle les inversions de rôle. Le fait que, ben, vous savez, ceux qui sont venus le 6 juin, dans le psychodrame, qui est une technique de psychiatre Moreno, je vais vous montrer avec des choses là. On fait se parler les gens là. Tac. Donc là, il y a Gérard et là, il y a Pauline. Et donc, si, mettons, c'est Gérard qui présente sa situation. Donc, il parle à Pauline. Là, il dit, écoute, je sais pas quoi, tu m'as pas dit bonjour ce matin. T'es frustré. Et puis, on pratique l'inversion de rôle. C'est-à-dire que on inverse les deux personnes, mais là, c'est toujours Gérard et là, c'est toujours Pauline. Sauf que les acteurs ont changé. Et ça permet que le protagoniste, que la personne qui vient présenter sa situation, protagoniste, acteur principal, hein, protosagonos, ça permet de le mettre à la fois dans la situation réelle, plutôt que, il s'agit de montrer la situation plutôt que de la raconter, et ça permet de le mettre dans la situation de l'autre et de lui donner à goûter comment c'est d'entendre ses propres paroles. Et donc j'ai besoin d'invertir comme ça les vignettes, et sinon on se paume en fait. Et donc je suis embarrassé pour ça. Donc peut-être on peut gentiment, comme il est déjà 19h30, euh, papoter un peu, finir sur des questions, des choses comme ça, si vous avez des choses à voir. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Bonjour Laurent. Bonjour. Si je peux prendre la parole, par le titre déjà, donc votre livre va beaucoup m'intéresser, je le lire, parce que ben voilà, en tant que coach, j'ai l'habitude d'avoir ce regard extérieur, d'intervenir en entreprise pour la médiation. Et là, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise qui a généré beaucoup de mal-être, beaucoup de violence par les propos, les manipulations. Nous avons été plusieurs à être en mal-être. Euh, la boîte vient de fermer euh, parce qu'ils ont aussi très mal géré au niveau chiffres. Et j'avais fait rire hein, une de mes collègues en disant, c'est con que vous parliez de communication non violente, que j'avais l'habitude d'utiliser en disant, je n'arrive même plus à utiliser la communication non violente. Et elle avait explosé de rire en disant, mais il y a un moment donné, on ne peut plus l'utiliser avec certaines personnes. Donc, j'aime beaucoup votre histoire votre image du dragon. On transpose aussi sur ce dragon nos fabulations. Puis l'histoire aussi de l'époquée, je trouvais très intéressante. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est vraiment d'avoir expérimenté en tant que coach qu'à un moment donné, c'est très, très difficile d'aller sur le balcon, d'en sortir, pour mieux comprendre aussi la difficulté des personnes que j'accompagnerai qui peuvent vivre des situations pareilles. J'aime beaucoup aussi ce que vous dites, hein, qu'il faut distinguer violence et brutalité.
par rapport aux boxeurs et pour moi c'était la violence. Mais je pense que en effet, peut-être que d'emblée je n'ai pas assez posé les limites hein, et que voulant éviter, j'ai peut-être mélangé conflit et violence et que j'ai peut-être trop évité le conflit alors que je pensais avoir été des fois à parler au nom de mes collègues et dire stop. D'ailleurs, je pense que j'étais une des rares qui était quand même écoutée, mais que je n'ai pas assez été dans le bras de fer et qu'il aurait peut-être fallu aller plus dans le bras de fer. En tout cas, votre livre va beaucoup m'intéresser parce que c'est vrai que là, vous avez peu de temps pour tout développer, que dans le livre, vous avez eu le temps de cogiter tout ce que vous vouliez dire. Je trouvais très intéressant votre conférence en écho à ce que j'ai vécu et de me dire, bon sang, même en tant que coach, des fois, nous pouvons difficilement éviter cette conflit, cette violence, et que nous croyons bien faire et que nous faisons mal. Je me suis pris les pieds dans le tapis sûrement. Enfin, c'est compliqué quand même hein, de gérer tout ça. Oui, en fait, il y a une autre conviction que je ne vous ai pas partagée, mais qui va un peu corroborer ce que vous dites, là, que moi, si je suis autant euh, contre la violence, en fait, hein, euh, et même si j'ai moi-même des tentations parfois, hein, c'est que euh, je crois que c'est un cercle vicieux Mm. et que la violence appelle la violence. Il y a dans le bouquin sur vous savez comment renverser un dictateur quand on est seul, tout petit, sans armes. Mm. J'adore ce titre. Il y a une étude sur 370 conflits civils, j'emploie le terme de conflit là cette fois, euh, par deux chercheuses américaines. Mm. Et ils ont analysé tous les conflits du XXe siècle, je crois. En tout cas, il y en a eu 370. Et ils ont regardé comment les gens s'y sont pris, parce qu'il y a quand même des conflits non violents, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la dureté, hein, qu'il n'y a pas de l'âpreté dans le combat. Mais par exemple, déjà, quand on prend pas les armes, c'est déjà moins violent. Mm. Et en fait, il y a des stats qui sont sans appel. C'est-à-dire que, je vais essayer de les retrouver pendant que je vous parle, mais en gros, les conflits, non seulement les conflits par la violence, non seulement les conflits par la violence ont moins de chances d'aboutir, et deuxièmement, dans les conflits qui ont abouti, je vais vous dire les chiffres, dans les conflits qui ont abouti à un changement de régime, eh bien, la démocratie, enfin, ils ont tenu moins longtemps. Mm. Moi, j'avais été intéressé de ce que c'est là. Pouf. Bon, je ne vais pas le chercher là. Je suis là, peu importe. Vous trouverez ça. On trouverez ça dans mon bouquin. En gros, choisir la voie de la violence nous donne moins de chances d'aboutir. Et deuxièmement, nous donne moins de chances d'aboutir à une situation stable. Moi, j'avais été frappé du fait que quand on parle de révolution, et on est dans un pays où on glorifie beaucoup la révolution. Et alors, moi, je ne suis certes pas contre-révolutionnaire, mais quand même, j'ai toujours été frappé du fait que la Révolution française a abouti à deux empires, la Commune. Enfin, il a fallu un paquet de combats et de trucs pour qu'on aboutisse à un truc à peu près stable. Et que la Révolution, c'est un mouvement de retournement, et c'est pas facile à arrêter. Et je trouve qu'au sein de nos, alors ça, c'est des conséquences, des considérations historiques où je ne suis pas très légitime, et je trouve que dans les relations, prendre le dessus par la force, par la violence, ça nous expose à des retours de bâton terribles, et donc à quelque chose. D'autant plus, si on rajoute la ruse, comme vous dites, je trouve que c'est très intéressant. En effet, à partir du moment où il y a de la ruse, il y a une personne qui veut prendre le pouvoir sur les autres hein, et qui veut utiliser les autres. Et on en revient à ce que vous disiez au début sur cette boussole, quoi. Enfin, je trouve ça très intéressant. Mm. Alors, je voudrais, merci beaucoup, Valérie, c'est ça? Oui, oui. Euh, J'avais deux questions que je voulais répondre. Ne pas dire que, mais ne pas écouter, n'est-ce pas plus violent? Comment y faire face? Alors ça, je ne sais pas. Mais en revanche, j'ai vécu une expérience vraiment étonnante. J'ai suivi un atelier de voix
ceux que ça intéresse, ils m'écrivent. Je vous la recommande. C'est une femme qui s'appelle Sandrine Rondeau. Elle fait des ateliers de voix parlée. Et on a eu une séquence, c'était 5 demi-journées, on a eu une séquence sur faire face à notre pire cauchemar. Donc, il y en a qui étaient face à quelqu'un qui. Il y en a, c'était un conspirationniste, c'était son truc, face à de la violence, à des cris. Et moi, j'ai choisi ça. J'ai choisi quelque chose de face à quelqu'un qui n'écoute pas, où j'ai l'impression que j'existe pas avec lui. Euh, c'est ma faiblesse à moi. Hein. Je suis côté de l'amour et du lien. J'ai besoin de ça. Et on a travaillé sur la voix, sur comment je lui parlais pour qu'il m'écoute enfin. Et alors, c'est difficile de résumer tout ce travail, mais c'était renversant. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai pu voir du coup que quand je parlais d'une certaine façon, qu'il y avait quelque chose, en tout cas naturellement, qui chez moi pouvait s'éteindre quand j'étais pas écouté, ma voix qui pouvait descendre, mon regard tomber au sol. Et en fait, il ne m'entendait plus du tout, le gars. Tu vois. Bon, le gars jouait un rôle en face de moi, hein, le rôle du gars qui ne m'écoute pas. Mais au bout du compte, ça marchait. C'est-à-dire que je m'éteignais littéralement. Je m'étais aperçu de ça. Il y a quelque chose elle m'a appris, au fond, à ce moment-là, à parler. Sandrine, elle est formidable. Elle dit notre voix, c'est un instrument et on doit parler. Et c'est l'instrument, il ne sert à rien de projeter. La voix, elle se fait à l'intérieur de l'instrument. On ne projette pas sa voix. Si on veut qu'on nous entende, il faut la faire résonner à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui doit rester dans sa maison. Elle a des images formidables. Et quand on est là et qu'on dit les choses depuis là où on est, alors les autres nous entendent. Bon, c'est un petit truc auquel ça me fait penser. Il y a, il y a plein de choses à développer chez nous. On a plein de ressources. Là, c'est la voix. Sandrine, comment? Sandrine, comment? Les Rondo. ateliers en Bah, dos. je vous mettrai en relation. Écrivez-moi, je vais vous mettre mon adresse et je vous mettrai en relation avec ces gens. Pour ceux qui le joignent, voilà, je vous donne mon adresse mail. Et si vous me faites un petit mail, je me ferai un plaisir de vous mettre en relation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je peux dire. Moi, je me pose toujours la question, comment je contribue au fait qu'il ne m'écoute pas, hein. Comment je fais ça? Parce que si, enfin, c'est le principe de la thérapie d'ailleurs, hein, enfin, vous savez ça. C'est-à-dire que si je suis une pure victime, je ne peux rien faire sur la situation. Le prix d'avoir un peu pris sur la situation, c'est une part de responsabilité. C'est moche de se dire qu'on est responsable de ce qui nous arrive. La violence dans le conflit prend-elle la forme de domination, de manipulation? Bah, c'est évident qu'il y a de la domination, de la manipulation dans le monde. Encore une fois, moi, je me méfie de ne pas contribuer moi-même à faire de l'autre un dominateur et un manipulateur, et au fond, de lui prêter un pouvoir qu'il n'a pas, et que peut-être il ne voulait pas. C'est la question que je me pose. Et après, est-ce qu'il faut du courage? Bah ouais, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle. Il faut un peu de courage parce ça fait peur. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Oui. Et est-ce qu'on n'associe pas conflit à conflit armé, que c'est ça qui fait peur dans les imaginaires? Bah ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Est-il sage de monter au balcon dans de la ruse, de la manipulation? Moi, je ne me dis jamais que c'est de la manipulation a priori. J'essaye. J'essaye de monter. Qu'est-ce qui est en train de se passer entre nous? Quand même, hein, il me semble, ça je partage avec vous, que euh, nous avons beaucoup de ressources et nous sommes capables d'entendre quand même quand les gens sont sincères, plus ou moins. Et on est capable d'entendre jusqu'où on peut leur faire confiance. Alors pas tout le temps, ça marche pas à tous les coups, mais quand même, il y a la volonté de construire avec l'autre est une chose de prodigieuse. Mon credo, c'est que personne n'a envie d'être méchant, en fait. Voilà. Les gens le sont, mais tous les gens qui sont méchants, même à ce moment-là, vous écoutez les protagonistes, je ne vais pas prendre parti, hein, parce que c'est pas mon rôle, mais dans la guerre en Ukraine, euh, c'est l'autre qui a commencé, hein. Voilà. Ils ont le même discours tous les deux. Alors on peut penser blanc ou noir, je ne veux pas heurter vos convictions là-dessus, et c'est pas le but, mais euh, même celui qui nous apparaît comme étant l'agresseur trouve qu'il a été agressé avant.
Et en fait, c'est la réalité. Les gens sont dominateurs, mais souvent par réaction de défense. Et qu'il y a une chance de les prendre arbouze-poil, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a une chance qu'ils puissent se laisser attendrir aussi. Il y a une chance de revenir à de l'authenticité. Voilà, c'est facile de dire ça, on est peinard derrière notre visio, là, je suis d'accord. C'est pas si facile. Ça rejoint un peu la réflexion de Pierre, hein, poser les limites à son acceptation. Ouais. Alors moi, il y a un chapitre sur les lignes rouges, là, dans mon truc, je trouve que c'est important, les lignes rouges, et c'est important à double titre pour soi et pour les autres. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de mettre la sécurité autour de nous, alors plus ou moins, parce que des fois les gens ont le pouvoir, mais c'est aussi, ça contient l'autre. Euh, Si l'autre n'est pas contenu, s'il ne sent pas là où c'est non, là où c'est, jusqu'où il peut aller, ça peut créer du sentiment d'insécurité. Moi, dans les séminaires, j'imagine que vous faites la même chose. Je pose toujours la règle du non, du stop, euh, et j'essaie de m'assurer, tant que faire se peut, que les gens sont capables de me dire non ou stop si je leur propose un truc. Qu'ils soient capables de me dire ça ne va pas ton truc là, je le ferai pas. Donc je le dis, je dis voilà, si vous voulez pas, vous me le dites, c'est OK. Ça ne veut pas dire que je ne discutera pas, mais en gros, je ne remettrai pas en cause le fait que vous ne voulez pas le faire. Et je sens que je sens que ça me tranquillise quand je suis capable quand je suis convaincu que oui, ils sont capables de le faire. Parce que ça me donne de l'audace de proposer, ça me donne voilà, de la liberté. Et au contraire, ça me donne de l'insécurité si jamais il le fait pas. J'ai l'impression que tout le monde s'en va là, donc c'est l'heure en fait, non? On a C'est encore un petit peu de temps, Laurent, si tu veux sur la part de l'utiliser. l'orateur qui dit ils sont bons parce qu'ils ne sont pas intéressés. Voilà. Non, c'est absolument passionnant et je voudrais, au nom du groupe, peut-être, Laurent, te remercier pour ce partage. C'est pas un exercice évident et surtout pas dans les conditions techniques qui nous ont été imposées ce soir, donc je suis absolument désolé. Bon, ça Et va. J'ai été bavard un peu plus, quoi. puisque tu avais prévu une partie un peu plus interactive et que malheureusement on n'a pas pu la vivre ensemble. Je vous Moi, ai mis le lien de toutes les ressources. Il y a des vidéos, c'est totalement gratuit, Je évidemment. crois qu'on a encore une question, une remarque. J'ai Oui, entendu une une petite deuxième. voix là. C'est Brigitte, je crois. Brigitte, oui. Moi, je voulais simplement dire que j'étais très intéressée par le fait de parler trop tard, qui amène le conflit, la violence. Et je trouve qu'on retrouve cette situation. Actuellement, on parle beaucoup de harcèlement. Et à chaque fois, moi, j'ai été amenée à coacher des gens harcelés. On retrouve cette problématique-là auprès de la victime, sans parler après de l'omerta dans l'environnement. Mais la victime elle-même n'est pas consciente du fait qu'elle n'a pas parlé suffisamment tôt. Oui, je suis sensible à ce sujet, bien que moi, j'ai pas eu la chance, comme toi, de me retrouver dans des situations comme ça. Donc, Mm, ça m'intéresse, en fait, ton expérience. mm, Moi, j'ai eu des enfants qui ont été harcelés à l'école. oui, De voir comment, en effet, non seulement ils n'ont pas parlé, mais il y a eu de la résistance à parler. C'est quelque chose qui mm, a cranté, hein, oui, pour les faire accoucher. Je me souviens d'une soirée où j'ai fait. D'un seul coup, mon fils a dit un truc, et ça n'avait ni queue ni tête, en fait. Euh, Enfin, il le disait d'une façon si étrange que il y a quelque chose qui s'est allumé chez moi. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Il se passe quelque chose de pas normal. Et donc, je l'ai harcelé un peu pour le coup. Et il a fini par cracher le morceau. mm, Il le cachait. Donc, il y mhm, a un double effet. C'est-à-dire que là, ça fait violence hein, là-dessus. Il y a une violence qui les empêche de parler aussi. Oui. mm, Parce qu'ils n'ont pas su le dire tout de suite. Ouais, mhm. d'accord avec ça. Ouais. Oui, j'ai souvent eu des clients qui, en fait, qui ne disaient pas non. Oui, c'est vrai, les gens, ils disent non, mais c'est presque drôle parfois. T'as dit non, là? non, en réalité, j'ai envie de dire, il croit dire non. Oui.
Il croit à dire non. Une fois, j'avais une cliente, je cite souvent cette personne parce que j'avais trouvé sa phrase extraordinaire. Elle était venue un jour sur une des séances, elle m'avait dit, Valérie, je voudrais pouvoir dire non sans que ça s'entende. Mm. Je trouvais ça extraordinaire, dire non sans que ça s'entende. Donc, par des chemins de travers, que les conjoints en face d'elle, ses interlocuteurs, comprennent qu'elle mettait des limites, mais en réalité, elle ne les posait pas et elle ne les disait pas. Et je trouve ça extraordinaire. Je voudrais dire non sans que ça s'entende. J'ai même entendu le cran d'après, hein. Le cran d'après, c'est pas normal que j'ai à dire non, il devrait le savoir. Mm. Là, ça devient vraiment problématique parce qu'on attend de l'autre quelque chose. Peut-être je peux dire un mot sur la peur du conflit vient de ne pas être aimé, rejeté, de ne pas appartenir. Je suis d'accord, en fait, c'est peut-être ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est là que vous vous souvenez du tableau de Rochman, là. Mm. Je trouve qu'on a toujours un endroit un peu plus touchy que ça, un endroit, une des lignes, une ou deux lignes chez qui c'est plus douloureux pour nous. Donc ça peut être l'amour et le lien, en effet. Chez moi, c'est ça, c'est clair. Mais ça peut être aussi le jugement. Les gens, ils ont peur de dire non parce que ils vont passer pour des emmerdeurs, parce que ceci, parce que cela. Moi, j'ai une cliente, j'ai quelques clients en thérapie, qui, quand elle dit non, elle a l'impression qu'on va lui taper dessus. Euh, Hmm. elle a cette crainte-là, mais son histoire, ça résonne avec des trucs. Voilà, pas un hasard, hein. Euh, voilà. Et dans le monde de l'entreprise, quels sont vos conseils pour faciliter le oser dire? Ah bah si je savais. Non, mais je pense que la seule chose qui rend ça possible, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est-à-dire c'est de s'apercevoir que je peux dire qu'il Mm. ne se passe rien. Le monde ne s'écoule pas. Donc, il faut commencer par des tout petits, quoi. Mm. C'est la seule chose que je fais. Ouais. Oui. Voilà. Le problème dans l'entreprise, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils veulent un séminaire d'une journée pour 150 personnes. On n'a pas toujours le temps de le faire, c'est pas facile, mais je crois que c'est comme le vélo, vous savez, vous avez tous appris à faire du vélo ou à nager. Et au fond, la vraie tranquillité, c'est quand on s'aperçoit que ton pédale, ça tient, quoi, cette affaire. Alors qu'avant, c'était pas évident, hein. Ce machin, là, je vais tomber, là, je vais couler. Et c'est quand, finalement, à force, quand on voit que quand on pédale, ça marche. Je crois que c'est pareil. Est-il trop tard pour parler quand le harcèlement est déjà là? Le harcèlement, il est. Non, je crois qu'il faut parler. C'est la seule façon d'en sortir. Mm. Parce que ça met dans une situation de solitude atroce. Mais en même temps, il y a un truc, vous êtes en relation avec des DRH, il y a quelque chose de troublant. C'est-à-dire que moi, je travaille avec une DRH dans une grosse boîte, et elle me dit on est très emmerdé parce qu'il y a de plus en plus de signalements de harcèlement. Et c'est vraiment une problématique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où est le problème, mais elle me dit ça n'aboutit jamais, quoi. C'est-à-dire que on fait des enquêtes, on prend ça très au sérieux, et honnêtement, parfois, ce qui est qualifié de. Je vous rappelle ces paroles, hein, je ne prends pas parti là-dessus. Ce qui est qualifié de harcèlement, et ça rejoint ce que disait une d'entre vous tout à l'heure sur la violence, ce qui est perçu comme du harcèlement, parfois c'est un truc, c'est une remontrance, voilà, t'as pas fait ton travail, tu me harcèles, ouais, parce qu'il faut que tu fasses ton travail, tu vois. Donc il y a quelque chose de systémique là-dedans, euh, et ça peut devenir du vrai harcèlement. C'est quoi du vrai harcèlement? En tout cas, le harcèlement, souvent, ça témoigne de l'incapacité des parties prenantes à parler entre elles. Mm. On a de beaux jours devant nous, hein. C'est la bonne nouvelle. Laurent, le temps file. Quelques mots de conclusion, si tu veux. Bah, c'est chouette. C'est sympa. Merci. C'est le principe du temps du lien. Ouais, merci. Je trouve que moi, j'aime, c'est des sujets qui me passionnent, donc c'est pas un truc difficile. Il faut quand même que je mette à jour mes PowerPoint là, j'ai un peu honte. Donc euh, c'était agréable. Alors vous êtes nombreux, il y a pas beaucoup, il y a eu un peu d'interaction à la fin, mais la petite difficulté pour moi, c'est ça, c'est de parler de PowerPoint, pas vous voir. Voilà. Mais sinon, c'était sympa. Et merci pour les questions à la fin parce que ça m'a mis plus en contact avec vous. C'était sympa.
Tu peux remontrer la couverture de ton livre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais alors, mets-le carrément devant toi, comme ça on le verra bien. Voilà. Oser le conflit, Éviter la éviter la violence violence pour des par Laurent relations saines. Kivogne, Voilà, pour des relations apaisées, voilà, c'est ça. Sorti le 14 septembre. en vente dans toutes les bonnes librairies. Oui, Merci Laurent. avec plaisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir consacré votre soirée. Merci à Laurent pour ce partage riche, passionnant et qui suscitera, je le pense, derrière d'autres questions. Prochain rendez-vous du temps du lien de la SF Coach, ce sera le 9 novembre pour aborder un tout autre sujet puisque nous parlerons avec Fabrice Michaud de la problématique du coaching des personnes HPI. Je suis persuadé que ça intéressera beaucoup d'entre vous. Donc, je vous donne rendez-vous le 9 novembre et d'ici là, pour les membres de la SF Coach, bah, rendez-vous dans vos régions pour les événements régionaux. Il y a notamment un petit déjeuner, la région Île-de-France, qui arrive très bientôt. Merci encore Laurent, bonne soirée à toutes et à tous et à très vite.